Vous écoutez Gaspard Navigue. Un podcast où je navigue vers un monde plus tolérant. Bienvenue à bord. Je suis votre capitaine, Gaspard. Bonjour tout le monde. Alors, j'avais prévu de vous faire une petite intro et tout, vous récapituler l'épisode, pour vous annoncer un petit peu ce que vous allez entendre, parce que c'est un épisode qui est super intéressant. On parle de misogynie, les filles nous racontent un petit peu certaines choses qu'elles ont pu vivre, notamment Sibylle avec sa famille, ou enfin voilà, des choses super intéressantes. Et c'est un épisode que je trouve assez cool. Le souci, c'est que vous avez choisi d'écouter Gaspard Navigue, et que quand il y a Gaspard Navigue, il y a Gaspard, aussi la personne qui psychosomatise la plus au monde. Et j'avais prévu de faire une petite intro, mais je suis cloué au lit, parce que je suis tellement stressé avec toutes les histoires d'alternance, de machin, que je me suis bloqué le dos. Donc là, je suis comme un con, en train d'enregistrer, allongé dans mon lit, avec le micro à côté de moi. Enfin bref, c'est assez ridicule à regarder. Mais ça n'empêche absolument pas que vous allez quand même écouter un super épisode, un épisode dont je suis très fier, avec deux nanas, Sibylle et Marie, que je ne peux qu'applaudir pour leur courage, leur honnêteté et leur amitié, leur confiance aussi, d'être venus parler dans Gaspard Navigue, qui est, je le rappelle, un podcast tout neuf, un podcast qui se veut inclusif, qui se veut ouvert à la diversité, aux gens, qui se veut être un safe space en fait, un safe space audio pour que tout le monde puisse se sentir en sécurité. Le but de Gaspard Navigue n'est évidemment d'aliéner personne. J'en parlerai un peu plus la semaine prochaine. Je vais vous laisser du coup écouter cet épisode, l'avant-dernier avant les vacances, et ça va être trop bien. Un mois de repos, vous n'aurez pas à entendre ma voix toutes les semaines. Blague à part, vous allez beaucoup me manquer. Mais profitons encore du temps qu'on a ensemble, et je vous souhaite un bon épisode. Bisous. On est de retour, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Nous ça va, on est toujours au même endroit, assis sur les canapés chez Marie. On est de retour du coup avec Marie et Sibylle pour la deuxième partie de notre discussion. On va aborder quelque chose que j'aimerais bien un petit peu savoir, c'est en termes d'actes de misogynie que vous auriez pu subir, vous deux en tant que femmes. Vous avez toutes les deux, on en a parlé un petit peu, des vécus différents là-dessus, voire même une absence de vécu relative. Et du coup, je voulais avoir un petit peu votre opinion là-dessus. Sibylle, tu parlais tout à l'heure d'avoir, toi, par ton éducation, etc., avoir vécu certaines remarques un peu misogynie, un petit peu. Est-ce que tu peux nous en parler Ouais, alors moi, il faut savoir que je viens d'une famille très catholique, traditionnelle. Je viens d'une famille nombreuse, j'ai 7 frères et sœurs. Et ma maman était mère au foyer. Mon papa travaille, donc déjà moi j'avais cette vision-là de c'est la femme qui s'occupe du foyer et l'homme qui travaille. Déjà pour moi ça m'a marqué pendant des années, enfin pour moi c'était le modèle qui existait. Et au final aujourd'hui je me rends compte que c'est pas du tout vrai, moi j'ai pas du tout envie de reproduire ce schéma-là. Et puis en termes de misogynie, il y a un exemple qui me vient beaucoup, c'est pas trop des remarques mais plus un comportement. C'est par exemple quand on est à table, les femmes se lèvent au milieu du repas pour changer les plats, pour mettre les assiettes à dessert, tout ça. Et les hommes ne se lèvent jamais. Parce que dans notre éducation, c'est aux femmes de faire la cuisine, c'est aux femmes de débarrasser. Et en revanche, tout ce qui va être travail manuel, par exemple jardinage, même un truc bête, mais changer une ampoule. Le barbecue. Le barbecue, ça c'est un truc d'homme. Mais même par exemple au niveau de la cuisine, la viande, ça va être l'homme qui va aller acheter la viande parce que lui il sait ce qui est bon comme viande. Parce que c'est un homme, il est fort, lui il a besoin de viande. Et ça m'a beaucoup marqué pendant des années. Aujourd'hui, j'arrive à me rendre compte. Pendant très longtemps, je me rendais pas du tout compte que on pouvait appeler ça misogynie ou alors rôle rangé de chaque genre. Un peu préétabli. Voilà, j'ai ça. Et puis oui, des remarques, bah non, mais t'es pas assez forte pour faire un déménagement toute seule. Mais non, mais tu vas pas aller t'occuper des trucs de gaz parce que bah ça, c'est le mec qui fait. Changer la bonbonne de gaz, moi je l'ai jamais fait chez moi. Donc voilà, c'est plein de petits exemples au quotidien qui m'ont beaucoup
Et en fait, pas du tout, c'est là où quand même je serais un peu nuancée, c'est qu'on le faisait pas forcément dans le sens négatif. Enfin, on disait pas la femme est faible donc elle ne fait pas. C'était juste comme ça. C'était plus, voilà, c'était les rôles qui étaient comme ça. Je crois que ma mère n'en a pas trop souffert, j'en ai jamais parlé avec elle. Moi, pendant très longtemps, je m'en suis pas forcément rendu compte. Et puis, en fait, je me suis surtout rendu compte pendant le confinement, je suis rentrée chez moi. Donc, je vis seule avec mon papa et mon petit frère parce que ma mère est morte il y a 4 ans. Et en rentrant, je me suis rendu compte que, en fait, la charge mentale de la femme et la double journée de travail de la femme était extrêmement présente parce que, par exemple, moi, je travaillais mes cours la journée, puis je finissais vers 19h. Puis à 19h, qu'est-ce que je faisais? J'allais faire le dîner. Ou alors, je m'occupais de faire la liste pour faire les courses. Faire marcher la maison. Voilà, c'est ça, faire les lessives, étendre les lessives, faire la machine à laver, faire le ménage, tout ça. Enfin, c'était... Et en fait, c'était acté. Enfin, moi, j'y pensais, et pas dans le sens... Enfin, les hommes me rappelaient pas que c'était à moi de le faire. C'est moi qui le faisais naturellement en me disant, je vais faire ça. Donc voilà, après, comme je disais, c'est pas négatif, c'est juste que c'est dans les rôles comme ça. Au final, c'est négatif, mais c'était dans les rôles et on m'a jamais dit t'es une femme donc tu dois faire ça. C'est juste, c'est venu naturellement. Quelque chose d'appris, enfin, pas de conditionné, mais de presque naturel. Non, mais oui, c'est, en fait, j'ai vu ma mère faire ça, j'ai vu mes tantes faire ça, enfin, toute ma famille. Après, aujourd'hui, on est avec mes frères et sœurs, on est quand même une nouvelle génération et par exemple, mon petit frère. Lui, il est totalement... il n'est pas du tout comme ça. Enfin, par exemple, on s'est partagé quand même beaucoup de tâches pendant le confinement. Au final, c'est moi qui pensais, donc c'est là où il y a la charge mentale qui revient, parce que c'est moi qui pensais à dire faut qu'il achète ci, faut qu'il achète ça, est-ce qu'il va bien faire ça? Mais ils sont beaucoup plus... quand même, ma famille est beaucoup plus déconstruite, mes frères et sœurs. Mes sœurs travaillent toutes alors qu'elles ont des enfants. Voilà, c'est beaucoup plus ouvert cette génération-là, mais la génération du dessus et encore avant... c'est pas ça, quoi. Voilà, et puis c'était impensable qu'une femme travaille alors qu'elle ait des enfants. Mes sœurs sont les premières femmes de la... Enfin, c'est la première génération de toute ma famille qui travaille. Avant, elles faisaient des études, tout ça, très bien. Et puis elles étaient mariées, elles avaient un enfant, elles s'arrêtaient de travailler. Et par exemple, je reviens à ma mère, mais elle a fait Sciences Po, elle a fait Assas, elle était avocate, elle était même assistante parlementaire. Enfin, elle a passé le barreau, en tout cas, elle a travaillé 3 ans en tant qu'assistante parlementaire. Et ensuite, elle a arrêté de travailler et elle n'a jamais repris. Alors qu'elle avait, elle était beaucoup plus, elle avait beaucoup plus de, ça veut pas forcément dire grand chose, mais elle avait beaucoup plus de diplômes que mon père. Niveau culture, c'était un puits de connaissances et elle n'a jamais travaillé. Est-ce que c'était une décision économique ou est-ce que c'était juste parce que c'est une femme, elle doit rester travailler sur ses enfants? Ma mère a toujours voulu s'occuper de ses enfants à plein temps. C'était pas, on lui a jamais dit, mon père lui a jamais dit j'aimerais bien que tu arrêtes de travailler pour t'occuper de tes enfants. Jamais, mais ça s'est fait naturellement parce qu'elle en avait envie. Mais du coup, moi j'avais ce modèle-là vraiment, et puis je me souviens de mes copines quand j'étais petite qui devaient déjeuner à la cantine tous les jours parce que leurs 2 parents travaillaient. Je me disais, mais c'est horrible, tout, c'est trop triste. Et en fait, non, on se rend bien compte aujourd'hui que c'est pas du tout ça. Donc je sais pas trop si c'est de la misogynie, mais en tout cas, des rôles ultra genrés. Moi, j'ai mis du temps avant de passer au-dessus, quoi. Moi, j'ai une histoire qui est, pas exactement similaire, c'est que quand mon frère et moi on est arrivés, j'étais le fils aîné, ma mère a arrêté de travailler, mais économiquement ça faisait du sens, dans le sens où mon père gagnait plus que ma mère. Dès qu'on a commencé à être un petit peu plus indépendants, mon frère et moi, je pense milieu de la primaire, quand on était capable en fait de faire les trajets pour aller à l'école tout seul, ma mère a un peu repris le travail au début à mi-temps et ensuite elle a passé les concours, elle est devenue prof, elle l'est toujours d'ailleurs. Mais du coup il y avait un petit peu cet aspect économique derrière qui fait qu'on a un peu moins vécu comme une forme de misogynie, mais c'est vrai qu'il y avait le rôle de ma mère, maîtresse de maison, qui gérait la maison, et encore aujourd'hui, pourtant ma mère travaille à temps plein, mon père aussi, quand on revient, c'est ma mère qui gère les repas, qui gère le service, et on aide avec mon frère et mon père, mais on est toujours un peu dans le... Parce que nous, du coup, on a été conditionnés à ne pas forcément, inconsciemment, on a été conditionnés à ne pas forcément prendre la décision, parce qu'à côté, il y avait la mère qui gérait ou quoi, sans, je pense qu'il y a eu, comme tu le disais tout à l'heure, une volonté misogyne. Oui, derrière. Voilà, c'était pas du tout quelque chose de, je reviens à ce terme-là, négatif, c'était pas mauvais et on rabaissait pas la femme, juste c'était comme ça, quoi.
Et est-ce qu'aujourd'hui ça impacte un peu ton rapport avec les hommes? Non, enfin oui et non. Je dirais que par exemple avant, enfin, j'ai eu plusieurs relations, tout ça, je me posais jamais la question de est-ce qu'il est sensibilisé au féminisme, est-ce qu'il connaît ces notions de charge mentale, de double journée de travail, de plafond de verre pour la femme. Mhm. Je me suis jamais posé ces questions-là avant. Aujourd'hui, bien sûr que oui. Enfin, aujourd'hui, par exemple, j'accepterai jamais un homme qui me dit je voudrais que tu arrêtes de travailler pour notre famille. Ça, mais c'est hors de question. Oui, juste comme ça, de but en blanc, ça. Voilà. Ouais. Mais sinon, est-ce que ça a changé ma relation avec les hommes Non, pas spécialement. Je sais, et puis il y a je reviens à mon petit frère, mais mon petit frère, par exemple, me donne beaucoup d'espoir sur la nouvelle génération. Parce qu'il est quand même ultra déconstruit, et il a été déconstruit avant moi. Mmh. Et, il a quel âge? Il va avoir 20 ans demain. Ok. Donc, il est jeune. Mais on a dû beaucoup prendre de maturité et de rôle dans la maison quand ma maman est morte, puisqu'on s'est retrouvés tous les deux les seuls enfants avec mon père qui travaillait à Paris, qui faisait les allers-retours à Tours tous les soirs, donc c'était un peu compliqué. Et très vite, lui, il a pris en charge des choses que les femmes faisaient normalement. Et dans notre famille en tout cas. Et du coup, aujourd'hui, non, parce que je suis plutôt rassurée au niveau des nouvelles générations des hommes. C'est pas tout le monde, je sais. Mais voilà, j'ai beaucoup d'espoir et c'est pour ça que je me dis, non, je pense pas que ça changera forcément ma relation avec les hommes. Ok. Voilà. Et toi, Marie, est-ce que tu as un vécu particulier ou... Mais j'ai envie de te dire, de toute façon, le patriarcat, c'est considérer les femmes comme des êtres faibles. Et je pense que c'est lié à la maternité, justement. Enfin, l'origine, c'est ça. Tout ce qui est galanterie, tout ce que tu décris, c'est pas des choses qui sont conscientisées, je sais pas si ça se dit, mais... Peut-être moi, la galanterie, j'ai compris en arrivant à Lyon que c'était pas forcément quelque chose d'extrêmement positif. Bah non, c'est l'enfer, en fait, parce que c'est vraiment renvoyer la femme à une position de faiblesse, à une chose fragile qui ne peut pas porter des charges lourdes, qui ne peut pas pousser une porte. Parce que la galanterie, c'est ça. Hein. Oui, non, il faut la préserver, en fait, parce qu'elle a ce privilège, entre guillemets, d'enfanter, en fait. Et tu sais, moi, ça me fait penser à un vécu en fait, qu'on a eu tous les deux, en fait, pendant mon déménagement, parce qu'on a loué un camion. Et bah oui, et en fait, c'est là où tu te rends compte dans ces choses-là, où quand je vais dans un magasin de bricolage avec Roméo, et que en fait automatiquement l'homme entre guillemets à qui j'avais affaire dans le magasin ou le loueur de camion se tourne vers les hommes ou va avoir un discours hyper paternaliste envers moi en fait. Oui, pour vous qui ne savez pas à la maison, c'était quoi, il y a une semaine environ, on a fait le déménagement de Marie avec plusieurs personnes. On était Roméo, Marie et moi aller chercher une voiture qu'on louait pour aider le déménagement. La réservation était au nom de Marie, le compte au nom de Marie, la carte bancaire au nom de Marie, c'était l'allocation de Marie, le permis était au nom de Marie, et le loueur, en fait, donc a vu Roméo, donc qui est une espèce de grand être tout fin, tout pétillant et jeune. Il lui parlait un peu comme c'était un gamin. Moi, il me parlait en me regardant dans les yeux, pas trop, il disait pas trop de conneries, il parlait pas trop parce que je suis plus âgé, parce que par défaut je fais la gueule, j'ai une RBF, Resting Bitch Face, donc forcément quand voilà. Et Marie, qui pourtant était la personne en charge de tout ça, était, on te regardait, il te regardait un peu genre, ma petite chérie, alors ça c'est un volant, c'était limite ça, ah oui c'est toi qui as le permis, c'est vrai que maintenant les femmes ont le droit de conduire déjà, donc c'est mal parti la scène, mais ça c'est, c'est clairement déjà les femmes ont le droit de conduire, c'est quand même un truc qu'on n'entend pas non plus tous les jours en France. Oui. C'était un peu... je pense qu'il essaie de faire des blagues ou de montrer mais c'est... on sentait qu'il était en pleine lutte avec lui-même dans ce qu'il disait, quoi. Mais oui, mais en fait, dans les faits, tous les jours, on te renvoie un peu à ça. Exemple, hier, j'étais en terrasse de café avec mon ancienne coloc et puis un mec qui passe avec une grande plante sur un diable, bref, il transportait des trucs quoi, et il dit oula fais attention au pied de la miss, faut la préserver quoi.
2 secondes après, il y a un clodo qui passe, on a grave discuté, puis il me disait t'es une belle chose. Enfin, voilà, en fait, c'est constamment renvoyé à une chose. Il m'a même dit t'es une belle chose qu'on doit mettre en vitrine. Voilà, mais bon, après j'ai discuté avec lui et on a eu un petit débat, c'était sympa, mais en fait, c'est voilà, tout le temps, en fait, on te renvoie à ce truc-là de petites choses fragiles à préserver, quoi. Ça, parce qu'en face, on a un peu aussi le même côté avec parfois le moment où on a envie que l'autre, chez les gars en tout cas, que l'autre prenne un peu le contrôle, qu'on se sente un peu manipulé et tout. Et je pense qu'il peut y avoir une excitation presque sexuelle là-dedans, mais c'est pas pour autant qu'un délire sexuel qui peut faire plaisir à certains. Parce que j'entends déjà certaines personnes qui pourraient commenter en me disant ouais, mais t'as quand même le rôle, machin, sexuel, machin. Ok. Il n'y a pas de souci, il peut y avoir un jeu de rôle au lit, mais qui ne peut pas déborder comme ça sur la rue, dans la vie, ça ne fait aucun sens. Il y a plein de féministes, même radicales, qui vont dire j'adore être maîtrisée au pieu, quoi, il n'y a pas de problème. Genre, en fait, la vie sexuelle n'a rien à voir avec le reste. Enfin, il y a des pratiques différentes, enfin voilà, on s'en fout, quoi. Enfin, c'est pas le sujet, mais oui, effectivement, dans la rue, tous les jours, mais même l'espace public, il est pas fait pour les femmes, c'est certain. D'où l'existence des périodes de nuit dont on parlait voilà. Du coup, l'épisode de la semaine dernière. Mais du coup, pour moi, tout ce qu'on a décrit depuis le début de l'épisode, c'est de la misogynie, et encore une fois, il faut pas avoir peur des mots. Même si c'est pas jeter la pierre aux hommes, c'est reconnaître quelque chose, une situation, mettre des mots dessus pour mieux la comprendre et pour mieux la combattre, quoi, surtout. Voilà. Mais par contre, il y a des situations de ta famille que j'ai pu retrouver chez moi aussi. Je pense que c'est quand même quelque chose de récurrent. Pas dans tout, hein, mais quand même. Oui, je pense que c'est quelque chose en tout cas, j'ai l'impression qu'on connaît tous les trois, et probablement d'autres personnes encore connaissent un petit peu ce genre de choses qui est un peu acquis, pas vu comme positif ou négatif, mais factuel, du rôle de la femme comme maîtresse de maison. Qu'on met avec le titre ronflant de maîtresse de maison, mais c'est en fait... main d'œuvre pas chère. Pas cher, pas rémunéré du tout, de toute façon. Oui. Le travail domestique, il n'est pas reconnu comme du travail. Oui, ce qui est un peu une folie, d'ailleurs. Bah oui, parce que globalement, le métier de ta maman à l'époque, c'était un métier, quoi. C'était un métier à temps plein. Et en fait, il y a plein de femmes qui le font tout en travaillant aussi à côté, et c'est ça le problème, en fait. C'est aussi dans les inégalités salariales. Il y a tout un mouvement féministe qui voudrait que ce travail à la maison soit reconnu aussi. Je pense que ce serait logique, en fait. Qu'on puisse y appliquer je sais pas, une grille je sais pas comment on dit, monétaire. Tarifaire, voilà, parce que en fait, ça existe. Mais d'ailleurs, quand on regarde en fait les femmes qui ne peuvent pas... parce qu'il y a une partie de ce travail qui existe. Par exemple, les femmes racisées, souvent, elles vont aller faire le ménage chez les femmes bourgeoises blanches qui ne veulent pas le faire. Et quand on regarde dans les faits, c'est un travail qui est payé au lance-pierre. Ouais, c'est... Après, ça dépend. Ça dépend vraiment. Hein. Parce que mes parents emploient une femme de ménage. Ouais. Ils passent par une entreprise. Elle est payée plus que le SMIC. Elle a des primes de précarité, parce que c'est un système de contrat un peu comme ça. Mais elle est pas payée au SMIC non plus. C'est sûr que c'est pas un métier où... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que au sein des femmes, il y a encore une hiérarchie, j'ai envie de te dire, entre les femmes blanches et les femmes racisées. Enfin, nous, les femmes blanches, ça va dans les faits, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est que ces femmes racisées-là, elles sont renvoyées à ces métiers-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire, qu'il pourrait y avoir une forme de conditionnement social, aussi une lecture des inégalités de genre qui passerait aussi par la... Mais en fait, les femmes blanches reproduisent le système patriarcal sur les femmes racisées. Oui, c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de critiques de la discussion qu'on pourrait avoir du fait qu'on est tous les trois des personnes blanches aussi, qui pourrait avoir aussi cette critique-là. Nous, le but est évidemment d'en discuter et de recueillir différentes visions de la chose. Mais oui, mais parce que ce qu'on décrit depuis tout à l'heure sur le travail domestique, etc., ça existe encore, c'est sûr, il y a encore un gros problème. Mais c'est aussi des thèmes qui avaient largement été abordés, je pense, dans les années 70, puis 90, dans les premières vagues du féminisme, et qui actuellement brouillent un peu aussi, je pense, la lutte féministe, parce qu'il y a plein d'autres sujets qui sont pas abordés, en fait. Genre l'intersectionnalité, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Non. L'intersectionnalité, c'est le fait en fait de regrouper plusieurs luttes, enfin de dire que moi par exemple en tant que femme lesbienne je peux pas dissocier mes deux luttes.
Comme une femme noire, lesbienne, elle peut pas diviser ces 3 luttes, tu vois. Une espèce de convergence des luttes à l'extrême, en fait. À l'extrême, je sais pas, mais... Genre l'idée que finalement les luttes contre les discriminations de race, de sexualité, de genre, que ce soit la transsexualité ou les femmes cisgenres, que finalement ça représente un petit peu tous la même lutte. Ce serait un peu une espèce de représentation. C'est pas la même lutte, extrême. mais c'est juste de dire que en fait, les femmes blanches, elles ont leur lutte qui est entendue dans les médias, dans l'espace public, elle est entendue maintenant, tu vois. Mais en fait, si on va un petit peu plus loin, dès qu'on touche à l'intersectionnalité, on se rend compte qu'il y a énormément de femmes qui sont mises de côté. Oui, mais elle est entendue, mais elle est pas non plus réglée. Elle est pas réglée, non, elle commence à l'être. Je pense, mais il faut qu'on laisse la place maintenant à tout ce qui est intersectionnalité et à toutes les femmes qui sont, elles, pour le coup, qui subissent le patriarcat et le capitalisme en même temps. Après, ça c'est... C'est un autre débat, mais... Oui, mais je vois ce que tu veux dire, c'est dans l'idée de qu'il n'y a pas que les femmes blanches qui ont le combat du féminisme, il y a aussi les femmes blanches lesbiennes, les femmes de couleur lesbiennes, ou aussi les femmes transsexuelles. Voilà. Mais en fait, je tenais à le dire parce que c'est vrai qu'on avait... Enfin, c'est hyper pertinent ce qu'on dit depuis le début, mais encore une fois, je pense que j'ai envie maintenant aussi de laisser une petite place pour ces luttes-là qui, dans l'espace public, n'en ont pas en fait jusqu'alors ou très peu. Encore une fois, une remarque ultra pertinente de Marie. Vous êtes de retour avec Gaspard, allongé sur son lit, qui a toujours mal au dos. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. La semaine prochaine, on va clôturer cette petite série avec Marie et Sybille, et c'est peut-être un des épisodes que j'ai préféré enregistrer. Celui que vous allez voir la semaine prochaine, mais aussi celui de cette semaine. Globalement, cette discussion m'a appris énormément de choses, et j'espère que vous aussi, vous apprenez des choses, que vous passez un bon moment, que vous vous sentez entendu, parce que c'est aussi un peu le but. Voilà, je vous embrasse, et à la semaine prochaine. Grosse bise. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Gaspard navigue partout. Si vous souhaitez me soutenir encore plus loin, le lien de mon Ko-fi est disponible dans la description de l'épisode. À la semaine prochaine.